Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture, que je me trompe pas parce que j'ai plein de vidéos à vous faire, et beaucoup de retard. Donc on va commencer par les solitaires, on va dire, puisqu'il y a une maison d'édition et d'autres. On va commencer par Audrey Aragnou, Les Chroniques de Garandé, le tome 1. Alors pour le moment le tome 2 n'est pas encore sorti, ce qui est très frustrant. Puisqu'on suit dans ce roman Fabrice, qui est un écrivain qui, depuis tout petit, il a une histoire dans la tête, qu'il avait écrit une première fois, qu'il a brûlé, pour on ne sait pas quelle raison, mais apparemment cette histoire avait beaucoup d'impact sur lui. Et sauf que là, il est repris d'une envie monstrueuse de l'écrire, ce qu'il fait, et sauf que ça va avoir un impact sur sa vie, pas seulement dans sa tête, mais aussi vraiment physiquement dans sa vie. Puisque dans cette histoire, en fait, il a créé des personnages, il y a le fou, il y a le maître des glaces, et il y a une sorte de combat entre les deux. En fait, c'est vraiment un monde de fantasy qu'il a créé. Et ce monde de fantasy va arriver plus ou moins dans le monde des humains, enfin notre monde en fait à nous. Et, et en fait, Fabrice se dit, il faut aller au bout des choses, et il va se dire qu'il faut, est-ce que je peux le dire? Oui, qu'il va partir dans ce monde qu'il a créé, qui en réalité existe. Est-ce qu'il existe parce que il a vécu avec ce monde ou pas? On ne sait pas. On sait juste que ce monde existe, que les personnages, il les a enfin pas perdus, mais les personnages font leur vie en fait. À tel point que Fabrice n'a plus vraiment de pouvoir sur eux. Et justement, il y a un pingouin, il y a un chat, je crois que c'est un chat aussi, oui, qui vont aller le voir l'un après l'autre pour le pousser à faire des choses. Enfin, le pingouin va vouloir l'obliger à faire quelque chose que le chat va vouloir conseiller Fabrice. C'est toute la différence. Ça paraît complètement à côté de la plaque, totalement dingue, totalement barré, et en fait c'est hyper bien fichu. Très franchement. Il y a des phrases qui, quand on les lit, nous paraissent aberrantes, sorties de leur contexte, ça paraît drôlissime. D'ailleurs, quand je les lisais, je me disais, mais n'importe quoi. Et en même temps, je me disais, mais par rapport au monde créé, à l'univers qu'a créé Audrey Aragnou, ça a son importance. On se rend compte que le moindre choix, le plus petit truc même, qui paraît inoffensif, va avoir son importance. Et, euh, et c'est hyper bien fait. Franchement, j'ai halluciné. J'aurais dû écrire la chronique tout de suite parce que là, je vais avoir du mal à faire. Mais franchement, quand je l'ai lu, j'étais là, je me suis dit, mais on se prend au jeu. Les personnages qu'elle a créés sont juste dingues. Il y a les débuts de chapitre, de partie même. Ouais, partie. C'est juste dingue. Les décors aussi. En fait, on suit tout de manière très naturelle, très de manière tout à fait normale. Et c'est hyper bien fichu, très franchement. Je me répète encore et encore et encore. Mais d'ailleurs, la phrase là en fin de résumé est très juste. Préparez votre sac à dos et choisissez bien votre pyjama. Car ce que l'on porte la nuit est notre premier acte de résistance quand les ténèbres se répandent sur le monde. Et quand on dit ça, moi j'avais lu ça, j'avais pas prêté plus attention, sauf que dans le livre ça va vraiment prendre des proportions assez dingues. Parce qu'en fait, il y a le rapport au froid qui est très présent, le rapport aux températures, à l'humeur que les gens ont, enfin ce genre de choses. Et il y a la sœur de Fabrice qui, elle, reste dans le monde des humains, contrairement à Fabrice, et qui, elle, va voir l'évolution des choses. Elle est journaliste, et elle a toujours essayé de canaliser son frère qui est fragile, en fait. On sent une fragilité chez Fabrice assez incroyable, et on a envie de le protéger, et en même temps, lui, ça y est, il est pris dans le jeu, et il va y aller, et ça prend... Enfin, je sais pas comment décrire ce livre, mais je sais que quand je l'ai fermé, j'ai dit, mais la suite, je la veux. Ce qui veut dire que c'est du très bon. Après, c'est chez Hydralune, hein. Hydralune ne fait que du bon, c'est bien connu. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas un seul qui m'a déplu. Donc voilà, c'est... Et j'aime bien, c'est la mise en page. Il faut que je vous trouve une page qui le reflète bien. Parce qu'en fait, il y a des passages où... Voilà. Ça, c'est l'histoire en elle-même. Et là, vous avez en fait ce qui se passe, en fait, dans le roman. C'est vraiment bien fait. Vous avez vraiment la séparation aussi visuelle des différents textes qui vont se rejoindre, évidemment. Je me demande
il y a une question que je me pose par rapport à cet univers qui est très importante. Pourquoi le maître des glaces ressemble autant à Fabrice? Ou inversement, on sait pas trop. Et je me demande là, le fou, à quoi il pense? Parce que justement, comme il a échappé à Fabrice, Fabrice ne sait plus trop ce à quoi pense le fou. Et le fou est un personnage, c'est la sagesse incarnée. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Il y a un elfe aussi qui est là, que j'aime beaucoup, un elfe qui a le vertige, je crois. C'est assez comique, même si on le ressent pas trop. Sur la première fois, c'est assez comique, mais après, l'elfe me fait rire parce que justement, il est à contre-courant de ce qu'on imagine chez les elfes. Plein de choses comme ça. Voilà, je fais gaffe parce que j'ai ma pile de réception à vous présenter ultérieurement. Passons à ce coup de cœur, La fille aux plumes de poussière de Nicolas Berman, je sais pas trop, aux éditions de Belfond. J'ai abîmé ça. D'habitude, je n'aime pas ces trucs-là, mais là, il est tellement beau. Sans, il est moche, le livre, en fait. Ce livre, depuis sa sortie, mais je voulais l'acheter, je me retenais parce que, vous le savez, je suis en restriction d'achat. Sauf que mon anniversaire est passé par là. Voilà, donc j'ai craqué, j'ai dit ah, c'est bon, je l'achète. Quand j'avais lu le résumé, j'ai dit ça a l'air un peu barré, totalement en dehors de ce qu'on lit habituellement, et c'est ce que je voulais. Et j'ai été euh, satisfaite, pleinement satisfaite. Parce qu'en fait, on suit Eva, une taxidermiste qui travaille qui a son atelier dans les bords de Seine. Et un client va lui demander de transformer son hamster en hamster lion, chose qu'elle va accepter, sauf que c'est pas si simple. Et que rien que par cette demande-là, va arriver plein de problèmes, plein de choses qui vont changer sa vie et l'obliger à affronter un peu son passé qu'elle avait enfui. Mais je vous rassure, c'est mais drôlissime, loufoque, complètement barré. Rien que Eva, à elle toute seule, elle est à côté de la plaque tout le temps. Elle préfère l'humidité, le froid, elle adore la pluie. Elle est maladroite aussi bien dans ses mots que dans ses gestes. D'ailleurs, elle dit clairement qu'en tant que taxidermiste, elle n'est pas hyper douée. Ce qui donne des scènes tellement drôles. Mais tellement drôles. On rencontre Mimile aussi, qui est son voisin au-dessus d'elle, en fait. Il vit au-dessus d'elle. C'est un monsieur âgé qui l'aime beaucoup, mais elle le fuit. Alors elle est très gentille avec lui, elle est polie, tout ce qu'on veut, parce que bah, c'est son éducation, mais elle le fuit. Elle fuit de toute façon les humains. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et sauf qu'il y a son voisin qui va mettre les pieds dans le plat. Il va lui demander de s'occuper de son chat décédé. Et c'est justement là que ça devient encore plus drôle, puisque quand il débarque, son voisin, avec son chat, il va y avoir une conversation entre les deux où on se dit, ils sont vraiment sur la même planète, tous les deux. Mais vraiment, ils sont loin de nous, mais très très loin de nous. On rigole parce qu'il y a des dialogues qui sont juste, mais ça paraît tellement déluré, tellement dingue, mais c'est ce qui fait le charme de ce livre. C'est tous ces dialogues qui sont dingues, qui sont aberrants, on se dit mais c'est pas possible. Et j'adore d'ailleurs parce que son voisin, elle l'appelle voisin parce qu'elle connaît même pas son nom ni son prénom. Donc quand il se présente, il lui dit je m'appelle Marco. Elle l'appelle quand même voisin parce qu'elle ne sait pas s'il lui a dit son vrai prénom. Elle considère qu'il a pas une tête à s'appeler Marco. Pour vous donner l'idée. Plein de choses comme ça, tout du long. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que justement l'auteur a réussi à tout bien doser de manière à ce qu'on s'amuse et tout doucement on va vers quelque chose de plus sérieux par rapport au passé de Eva, mais sans jamais tomber dans le pathos. Sans jamais tomber dans le sérieux et perdre le sourire. Parce que si on perd le sourire, ça n'a plus d'intérêt, on est déçu. Et non, on garde ce sourire justement parce que même dans les moments où elle va affronter son passé, il arrive toujours quelque chose. Pour que nous, lecteurs, on s'amuse des situations que Eva traverse. Et le fils de son voisin, justement, qui lui aussi, il va mettre les pieds dans le plat. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. Mais le fils est aussi un peu barré, en même temps, avec un père comme ça. Ça peut pas se passer autrement. Mais j'ai rigolé par rapport à ça. C'est juste... Voilà. C'est tous des personnages hyper attachants qui sont autour de Eva et qui vont, sans le savoir, ou volontairement, je ne sais pas, qui vont l'amener à affronter son passé. Et c'est émouvant en fait.
c'est émouvant, c'est émouvant, mais sans être... ouais, je vous ai dit, on voit pas dans le pathos, il n'y a pas de larmes. D'ailleurs, Eva, quand elle se présente au début du livre, elle dit ne me dites pas que ça vient d'un traumatisme passé, parce qu'il n'y en a pas, j'ai une vie banale, il n'y a pas eu de drame dans ma vie absolument dingue, je vis comme tout le monde, et la vie, la mort et tout ça. Enfin, bref, c'est ce que j'ai aimé. D'ailleurs, quand j'ai lu ça, ça m'a fait plaisir, parce que je me dis, enfin, un roman où on met pas en avant oh mon dieu, j'ai vécu quelque chose de dramatique, il faut que j'en parle. Non, c'est la fille, c'est tout le contraire. Et c'est ce qui fait du bien dans ce livre, en fait, justement, d'avoir affaire à un personnage comme ça. Et ouais, c'est un gros coup de cœur. J'ai fait la chronique écrite qui est beaucoup plus longue que ce que je suis en train de dire. Mais franchement, allez-y, foncez, parce que si vous voulez quelque chose un peu à part, mais en même temps qui traite quand même de sujets importants, sans que ce soit déprimant, et qu'au contraire on s'amuse, il faut le lire. Voilà. C'est c'est le livre à lire. Je vais le mettre là parce que lui il est fait du coup. Et on passe maintenant à la maison d'édition de Monsieur Toussaint Louverture, avec celui-là, Blackwater, le tome 1, La Crue. J'ai déjà mis en édition, donc pas besoin de le répéter. Tout le monde l'a lu, moi j'ai lu que le tome 1, j'en connais qui ont fini la série. Moi non, j'ai bien trop de choses à lire. Comment nous en parler? C'est pareil, c'est le type de livre où il faut donner son avis tout de suite. En fait, on est dans une petite ville où la rivière a débordé, il y a eu des inondations monstrueuses, et suite à ça, il y a un monsieur dont j'ai oublié le nom du personnage, la famille Casquet. Il y en a un qui va... c'est Oscar, je crois. Je crois que c'est Oscar qui s'appelle, qui va... en fait, ils vont aller voir les dégâts dans l'entreprise familiale, et ils vont passer devant un hôtel dans lequel une jeune femme reste, Elinor, est restée dans sa chambre d'hôtel et effrayée. Enfin, elle n'a pas l'air effrayée, honnêtement. Et c'est très bizarre, en fait, justement. La présentation de ce personnage est très étonnante. Et justement, la personne, je sais plus comment on dit ça. Euh, Oscar est pas seul, il y a un monsieur avec lui qui vérifie tout ça, enfin, de ses employés et de maison. Et ils vont trouver ça très... Enfin, lui, il va trouver ça très bizarre, mais Oscar, lui, c'est une jeune femme qui a besoin d'aide. Donc, galant et merveilleux comme il va l'emmener avec lui et l'amener dans le centre où ils accueillent les réfugiés suite à la crue. Et en fait, elle semble parfaite. C'est une femme qui semble parfaite, qui n'a peur de rien, qui a toujours un joli sourire, bienveillant, tout ce qu'on veut, la perfection, quoi. Et c'est justement cette perfection qui fait tiquer. En fait, c'est tellement bien écrit que justement, tout ce qui se passe comme ça, c'est vraiment un roman feuilleton, ça se passe naturellement, les choses se... Il n'y a rien de... Il n'y a pas d'événement absolument dingue, mais juste le personnage d'Elinor porte tout le mystère de ce livre. Et on ne sait pas qui est Elinor. On ne sait pas d'où elle vient, elle n'a pas de preuve de tout ce qu'elle dit. Il y a une scène où on dit toi, tu n'es pas ce que tu prétends être. Et cette femme a un caractère énorme, incroyable. On suit justement la famille justement cette fameuse famille casquée et les relations entre les uns et les autres qui est pas toujours bonne, pas toujours équilibrée. Euh, et Elinor va se mettre au milieu de tout ça et ça va avoir un impact. Et en même temps, Elinor, elle est réellement, mais réellement, on sent qu'il y a des gens, il faut pas y toucher, sinon elle va s'en mêler. Mais il y a toujours ce mystère derrière, on ne sait pas. Et c'est justement. Je comprends que cette série ait autant plu. Et j'ai vu un post de la maison d'édition qui disait qu'en fait, ce premier tome, c'est un tome d'ouverture, de présentation de l'univers et des personnages surtout, qui sont tous importants, qui ont tous leur importance. Il n'y a rien à jeter. Quelquefois, dans les romans, il y a toujours des passages où on dit ouais, enfin bon. Et là, non. Franchement, au début, j'ai pris un peu de temps pour me mettre dans l'univers, mais une fois que j'étais dedans, je savais plus le lâcher. Bray, voilà. Le mec qui accompagne Elinor, il s'appelle Bray. Euh, que j'aime beaucoup. Il y a eu une scène qui était quand même dégueulasse dedans. Une scène. Mais je me dis, c'est quand même bizarre que les choses qui plaisent pas à Elinor disparaissent, en fait. Bizarrement dans la foulée. C'est un peu ça l'idée. C'est pour ça que j'ai hâte de lire la suite quand même. Ça va être très intéressant. Ensuite, Anne de Green Gables, toujours la même maison d'édition de Lucie Maud Montgomery.
J'ai la tome 2 et 3 sur, le 4 j'ai un doute. Je sais que j'ai un peu de retard dans le seul, c'est pas grave. Donc, tout le monde connaît. Moi, je l'ai seulement lu là récemment. Je reprends la phrase de ma chère et tendre libraire Cassandre, coucou. On adore la détester. Alors moi, j'irai pas jusqu'au mot détester. Anne, en fait, c'est une fille, c'est une orpheline qui a été adoptée par erreur par une famille de Green Gables, justement, qui voulait adopter un garçon à la base pour aider au champ, sauf qu'il se retrouve avec la gamine. Et le monsieur, en fait, s'attache beaucoup à cette gamine et veut la garder, mais pas à sa sœur. Puisque en fait, c'est pas un couple qui l'adopte, c'est un frère et une sœur qui n'ont pas d'enfant. Et, la sœur ne veut pas, mais au final, elle va s'attacher au ciel, comme tout le monde. Tout le monde se retrouve piégé par cette jeune fille, puisqu'elle est attachante. Voilà, c'est attachante. C'est totalement ça. Parce qu'elle parle trop. Moi, on me dit souvent que je parle trop par rapport à mon entourage. Elle me bat à plat de couture. Voilà. Il y a des moments, elle me saoulait profondément. Mais en même temps, elle a toujours cette énergie positive, cet entrain, cette... Ah, je sais pas ce que c'est, ce qu'elle a, mais elle est rêveuse, totalement rêveuse. Et des fois, on se dit, mais la pauvre, voilà. On suit plusieurs années de sa vie. On suit ce caractère qui commence à se créer aussi, parce qu'elle a un âge où il faut aussi se défendre. Et même quand elle se défend, elle est pas méchante. Donc, ouais, elle est adorable. Elle est adorable. Il y a un truc qui se passe à la fin de ce tome où j'ai dit, mais non, mon personnage préféré, mais non. Bref, c'est un chouette livre. Franchement, il se passe pareil. C'est des livres où c'est l'histoire d'une personne, en fait. Il se passe pas grand chose de dément, quoi. Mais on aime bien. On est dedans, on aime bien. L'objet livre. Je suis désolée, il y a les versions poche qui ont été rééditées, mais elles sont tellement moches par rapport à ça. Et Monsieur Toussaint Louverture est gage de qualité. Donc voilà. La Maison des Feuilles de Marc Danielowski. Toujours chez Toussaint Louverture. Merveilleuse maison d'édition. Alors ce livre est un ovni. Quand je l'ai reçu, parce que j'avais prévu de l'acheter, c'était prévu. Malgré tout ce que j'ai lu, ça ne m'a pas refroidi du tout, bien au contraire. Et en fait, quand j'ai feuilleté chez moi, j'étais comme une dingue. Je me suis dit, je jubilais d'avance. Mes parents qui ont feuilleté un peu le livre à côté de moi m'ont dit, mais tu es taré de vouloir lire quelque chose comme ça. C'est une expérience littéraire, vraiment, c'est une expérience. Parce que vous avez des pages comme ça. Je vous rassure, c'est pas dès le début. Hein. Au début, vous avez plutôt... ouais, merveilleux, je vais chercher ça juste avant. Ce genre de page. Je vous explique un peu l'histoire de ce livre. En fait, on suit dans le prologue, je vous parle du prologue, c'est plus simple. Johnny Errant, qui a un ami qui l'appelle en lui disant que son voisin est décédé, un voisin âgé, monsieur âgé, est décédé, et en fait, ils vont récupérer une mallette, enfin, une grande malle avec plein de documents dedans, laissés par Zampano, et il y a une lettre d'avertissement qui dit clairement, si vous prenez tout ça, faites attention à vous. Grosso modo, c'est ça, c'est vraiment une mise en garde. Et ce que Johnny Errant voit aussi, c'est qu'à côté du corps, il y avait des traces de griffes enfoncées, vraiment dans le sol. Mais ça lui est passé un peu par la tête, mais c'est tellement bien écrit que justement on se dit, tiens, c'est bizarre. Tu vois ça, t'as une lettre qui dit clairement, si vous êtes assez courageux pour vous emparer de ça, faites attention à vous, ne vous étonnez pas de certaines choses qui pourraient vous arriver. Moi personnellement, je laisse tout en plan et je me pars. Johnny Errant, lui, si, il va continuer. Et en fait, ce récit en question, tous ces documents renvoient à un roman-essai créé par Zampano, dans lequel il est question d'un film qui s'appelle le Navidson Record, dans lequel une famille, les Navidson, emménage dans une maison, et dans cette maison, il y a une pièce qui va apparaître, un couloir. De ce couloir, ce couloir va bouger tout le temps, en fait. Il va s'agrandir, se rétrécir, ça va devenir très labyrinthique, en fait. Et c'est d'ailleurs là toute la magie de la mise en page de ce bouquin, parce qu'en fait, justement, la mise en page reflète l'agrandissement, le rétrécissement de la pièce. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple là, si je prends ces pages-là, c'est quand les personnages sont perdus dans cette pièce, tellement elle est labyrinthique. Et ici, c'est quand tout se rétrécit. Vous dire le truc comme c'est vraiment mais hyper bien travaillé, très carré, très pensé, réfléchi.
Je ne sais pas combien d'années l'auteur a travaillé là-dessus, mais c'est juste incroyable. Comment on peut créer quelque chose comme ça, je sais pas. Et vous avez justement des notes de bas de page, parce qu'en fait justement Johnny Héran va se charger de remettre tout dans l'ordre, va faire des recherches, certaines déjà faites par Zampano, mais lui il va creuser encore plus certains sujets, puisque vous avez des références à la littérature, au cinéma, à la science, franchement en termes de culture générale vous allez apprendre plein de trucs. Et surtout les notes de bas de page quelquefois font référence à des digressions de Johnny Héran sur sa vie à lui. Donc vous avez en parallèle ce fameux roman sur lequel il retravaille, et d'un autre côté vous avez la vie de Johnny Héran. Et au début je me dis, c'est le genre de type que j'aurais fui dans la vie de tous les jours. Et en fait justement par rapport à sa vie à lui, quelquefois vous avez des... Enfin, dans tout le roman vous avez des annexes en fait. Quelquefois des notes de bas de page vous renvoient des annexes à la fin. Et ces annexes, vaut mieux les lire au moment où elles tombent. Moi c'est la recommandation que je vous donne. Parce que moi j'ai joué le jeu, justement. Je fais gaffe à ce que je vais vous montrer pour pas spoiler parce que c'est pas le but. Voilà. Vous avez des annexes comme ça. Et franchement c'est passionnant, et en plus si vous les lisez au bon moment, au moment où c'est dit, ça vous permettra de comprendre des choses. Parce que je pense sincèrement, je pense à une annexe en particulier, si je l'avais pas lu au moment où elle est mentionnée, je pense que je n'aurais rien compris. De Johnny Héran en tout cas. Je parle vraiment de Johnny Héran pour le coup. Et en fait, je me suis dit à la fin, quand je l'ai refermé, je me suis juste dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Très franchement, j'en sais rien. Mais c'est pas le but du livre. Le but du livre, c'est de s'amuser à tourner, retourner le livre et à avancer et reculer. Et non, c'est très... Alors, quand je vous dis ça, ça va faire peur, mais je vous assure que non, ça se gère très bien. Je vous jure que ça se gère hyper bien. Il y a même des moments où ça peut faire peur, mais me concernant en tout cas, ça m'a pas fait peur, bien au contraire, c'était même hyper bien fait. Ça vous perd pas du tout dans la lecture. Après, il y a des passages où certains, je sais que certains y pensent, on est tous d'accord, tous les lecteurs, tous ceux qui ont lu le bouquin sont d'accord là-dessus, pour dire, voilà, par exemple, cette page-là, vous avez des trous comme ça dans le texte, mais ça gêne pas la lecture du tout. Ça prouve bien que cette expérience qui a été faite par des scientifiques, qui dit clairement qu'on lit le début et la fin d'un mot et pas le milieu en règle générale, ça se vérifie avec ça. Je vous jure que ça se vérifie. Et je sais qu'il y en a qui ont dit, il y a des passages, on se demande s'ils sont utiles ou quoi. C'est vrai, je le reconnais. Mais en vrai, si. Si, parce que c'est une expérience de lecture, c'est se plonger dans un univers où on ne sait pas s'il existe ou pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est de l'ordre du réel ou pas. J'ai fait attention à ce que je dis parce que je veux pas être spoiler. Mais très franchement. Et en plus, alors ce qui est hyper drôle, à la fin, ça je me suis pas attardée dessus. Je l'avais fait quand je l'ai acheté, mais après, il y a un index. Il y a un index, ouais. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà, c'est vous dire le nombre de références qu'il y a dedans. Et c'est la question aussi que je me suis posée. Et je l'ai pas mis dans ma chronique écrite. Pourquoi le mot maison est toujours en bleu? Et pourquoi les parties en rouge? Alors je pense que les parties en rouge, c'est par rapport au Minotaure. Je suis en train de percuter ça, tout va bien. Je le percute après avoir fait ma chronique écrite. C'est pas grave. Je vais pas retrouver la page. Alors, c'est mis dans horreur ce livre parce qu'il y a effectivement 2-3 passages qui sont vraiment sombres, même violents. Moi j'avoue que, vu le passage, oui, j'ai réagi comme ça. J'étais là, ouh. Je me suis dit, vaut mieux pas que ce soit un film parce que là, déjà, ce serait très bordélique, je pense. Mais c'est hyper impressionnant. Franchement, c'est très impressionnant. Il fait un succès monstrueux puisqu'il a été en rupture de stock dès les précommandes en fait. Dès la sortie. Le jour de la sortie, il était en rupture de stock. Là, maintenant, vous pouvez le retrouver. Moi, j'ai mis le nouveau prix parce qu'ils ont augmenté de 2 € le bouquin. Parce que, augmentation des prix du papier. Mais franchement, la seule raison pour laquelle je ne le mets pas en coup de cœur, c'est parce qu'il y a des gens qui ne le liront pas parce qu'ils vont avoir peur, justement, de la mise en page. Surtout de la mise en page. Alors que franchement, c'est hyper bien construit. C'est vraiment pensé, réfléchi. Je pourrais presque dire millimétré.
parce qu'il faut savoir gérer ce genre de choses, surtout au vu de la thématique qu'il aborde en plus, une des thématiques, une des plus grandes thématiques dedans. Je le dis pas parce que je pense que ce sera un gros spoiler et que ça, vous n'auriez plus la même vision du livre, mais je me suis dit, waouh, c'est géré d'une main de maître. Je sais pas qui est ce monsieur, mais j'espère qu'il a fait d'autres livres. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que j'aurai réussi à vous faire craquer sur un livre au moins. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu, ou ce que vous avez lu ces derniers temps, ça me plairait bien. Et sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très bientôt. Salut!